De retour aux étés généraux. Après cette chanson de Philippe Catherine et ce correspondant toujours aussi étonnant, j'ai en face de moi Richard Brouillette, cinéaste. Comment ça va, Richard? Ça va très bien. Et vous-même? Ça va bien. Je me permets quand même de te tutoyer, Richard. Parce bon, c'est correct, d'abord. On se connaît quelque peu. Richard, je dis ta biographie pour quand même les auditeurs. T'es réalisateur, producteur, monteur. Ton deuxième long métrage, L'encerclement, la démocratie dans les raies du néolibéralisme, s'est mérité plusieurs distinctions, notamment dans le Grand Prix du Festival international du documentaire de Yamagata et du Festival Vision du réel en 2009. Dans ton film, tu traçais le portrait de l'idéologie néolibérale. Tu essayais d'examiner les différents mécanismes mis à l'œuvre pour favoriser sa propagation et son implantation à travers le monde. C'était un film très cérébral aussi qui allait du côté vraiment... On tentait de comprendre comment, justement, cette idéologie-là s'est implantée partout dans le monde. Oui, tout à fait. C'est vrai que c'est un film intellectuel. C'est un film sur des idées, avec des longs temps de parole, avec toute la place à la parole même, et aux idées. J'avais enlevé un peu tout ce qui était... tout ce que j'appelle un peu en blague du lubrifiant visuel. Mm-hmm. Donc, c'est assez plate à regarder, mais c'est captivant quand même. Ben non, c'était pas plate du tout, mais c'était intéressant. Il y avait des grosses pointures. Oui. Il y avait Noam Chomsky qui était là-dedans, Ignacio Ramonet. Ici, au Québec, il y avait d'autres personnalités aussi, puis que je me souviens plus exactement. Il y avait un philosophe aussi qui parlait de Normand Baillargeon. Oui, il y a Normand Baillargeon. Ben, il y a peut-être moitié québécois, moitié français, puis Noam Chomsky américain, puis aussi un libertarien américain, ou en tout cas un libertarien, disons. Mm-hmm. Puis là, dans ton film, t'as un nouveau film en développement, un autre très gros projet quand même, c'est le titre. Le développement, ça va peut-être changer au final. C'est le paradoxe de la faim, crise alimentaire mondiale et destin de la paysannerie. C'est un autre gros projet amorcé par le photographe Benoît Aquin, avec qui tu travailles. Oui, on peut faire la liaison aussi et dire Benoît Taquin, mais c'est bon. Ouais. Est-ce qu'il est taquin? Je ne sais pas. Un petit peu quand même. Donc, effectivement, c'est un gros projet. Peut-être juste résumer brièvement. Le paradoxe, c'est le fait d'abord que à peu près la moitié de l'humanité souffre de sous-alimentation, et dans cette moitié-là, il y en a à peu près le 3/4 qui sont des paysans. Donc, c'est un paradoxe que la plupart des sous-alimentés et des malnutris dans le monde soient des producteurs d'aliments. Voilà. Mm-hmm. Et je dirais, au-delà de ça, c'est un film qui s'intéresse justement à la crise alimentaire. Et qu'est-ce que la crise alimentaire? C'est la hausse soudaine des prix qui double, qui triple, qui quadruple. On parle des denrées de première nécessité, le blé, le riz, l'huile, le sucre, ces choses-là. Et s'il y a une crise alimentaire, il y a plusieurs facteurs, mais le facteur principal, c'est une analyse en fait que fait Marcel Mazoyer, qui est un grand agronome français. C'est parce que c'est devenu impossible de vivre de l'agriculture partout sur la planète. Au Québec, au Canada par exemple, dans les 2 dernières années, il y a 10% des fermes qui sont disparues. Au Québec, c'est à peu près 2 par jour qui disparaissent. Donc c'est bien la preuve que non seulement dans les pays en développement, mais aussi dans les pays qu'on appelle avancés, c'est impossible de vivre de l'agriculture, ou en tout cas de plus en plus difficile. Et finalement, c'est l'agro-industrie qui prend la place de tous ces paysans-là et qui produit moins bien et moins. Ils essaient de toujours nous faire le mirage que, en fait, ils vont produire plus et mieux, mais c'est tout à fait l'inverse à chaque fois. Mm-hmm. Puis c'est ça. Dans ton film, tu essaies justement
Parce qu'il y a eu plusieurs films qui ont été faits peut-être justement sur les conséquences de la crise alimentaire, mais on ne comprend pas nécessairement pourquoi, quelles sont les raisons vraiment. On ne va pas à l'intérieur du système pour essayer de comprendre ça, puis toi, tu essaies de, finalement, dans ton film, vous allez essayer de faire ça. Par exemple, on parlait une des raisons aussi, la spéculation justement sur le prix des aliments. Ça, je pense que c'est un gros problème que vous allez peut-être aborder aussi. Oui, ben tout à fait. En fait, ça accentue d'autres problèmes, qui est justement la baisse des stocks. La baisse des stocks, c'est le premier problème. Okay. Et puis après ça, ben il y a des spéculateurs qui profitent du fait que les stocks sont bas pour spéculer à la hausse. Puis ça, c'est permis parce qu'il y a eu des réglementations des marchés, aussi parce que à cause de la crise financière de 2008, il y a beaucoup d'acteurs, ce qu'on appelle des investisseurs ou des spéculateurs institutionnels. Donc, c'est pas des gens riches nécessairement, c'est plutôt des fonds de pension, des banques d'affaires, etc., des compagnies d'assurance, qui ont déplacé leurs billes de l'immobilier, de la bourse aussi, vers les commodities en anglais, c'est-à-dire finalement les biens matériels, que ce soit des matières premières comme le cuivre ou l'or ou machin, ou des aliments, le blé, le cacao, le café, etc. Mm-hmm. Et puis, il y a aussi un nouveau phénomène auquel on assiste de plus en plus, qui est le rachat des terres par ces mêmes investisseurs institutionnels. Ils sont non seulement contents de spéculer sur les denrées elles-mêmes, ils spéculent sur la valeur de la terre. Mm-hmm. Puis donc, c'est ça, il y a justement de plus en plus de grands... On dirait qu'on vient aussi un peu à toute cette idée des propriétaires terriens. On n'en sort pas, on en parlait dans les années 50, 60, en Amérique latine, par exemple, puis c'est un peu ce qui continue de se passer. Les grandes réformes ne se sont pas finalement produites. Au Brésil, je sais qu'il y a des groupes qui tentent de militer, puis je pense que vous allez essayer d'aller voir ce qui se passe là-dessus pour voir comment, justement, les groupes sociaux essayent de s'en sortir, mais il y a toujours des très, très grands territoires agricoles qui sont possédés par finalement une élite économique. Oui, ben au Brésil, justement, si on prend le cas du Brésil, il y a un mouvement très fort qui existe depuis très longtemps maintenant, au moins, je sais pas, une trentaine d'années, qui est le mouvement des sans-terres. Et une de leurs victoires d'une certaine façon, paysans au Brésil, c'était de faire enchasser dans la Constitution un article qui dit que s'il y a des terres qui sont pas travaillées, qui sont pas productives, quelqu'un a le droit de les réclamer, quelqu'un qui est sans terre, et puis de s'accaparer cette terre. Or, le Brésil est plein justement de grands domaines, des latifundia qu'on appelle, qui, en bonne partie, sont à l'abandon. Et donc, il y a beaucoup d'occupations de terre qui se font. Ça prend du temps avant que le gouvernement reconnaisse finalement la légitimité des accaparements de terre par les paysans. Le terme accaparement de terre est souvent à l'envers. En fait, on assiste à ça beaucoup en Afrique en ce moment, où je parlais des spéculateurs, mais il y a aussi des gens qui achètent des terres pour faire des agrocarburants, ou des petits pays ou en tout cas des pays qui n'ont pas assez de terres arables pour nourrir leur population, comme la Corée du Sud, comme l'Arabie Saoudite, qui rachètent ou louent des terres en Afrique pour produire de la nourriture pour leur propre pays. Mais enfin, bref, pour revenir au Brésil, le mouvement des sans-terres fait des occupations, mais souvent, ça se passe pas très bien. Il y a toujours des assassinats, ou en tout cas de l'intimidation. Mais c'est des gens très courageux, très opiniâtres, et puis souvent, ils finissent par avoir leur lopin de terre. Mm-hmm. Vous voulez visiter plusieurs pays. Je ne sais pas si c'est le cas. Est-ce que tu as déjà eu la chance d'aller au Brésil, ou c'est des recherches préalables qui ont été faites? Non, pour le moment, c'est juste de la recherche documentaire pour le Brésil. On comptait y aller en septembre. Je ne sais pas si on va pouvoir y aller finalement. Jusqu'à maintenant, donc, on était en Inde. Essentiellement. Puis je pense qu'en Inde, justement, là, la problématique est immense par rapport à la démographie. Je pense que le pays va être plus populeux que la Chine dans quelques années, si ce n'est pas déjà le cas. Et là, le problème se fait sentir. Je pense que c'est très difficile. Je pense que même il y a beaucoup de suicides chez les agriculteurs indiens. Oui, en fait, les suicides en Inde chez les paysans
C'est très lié, en fait, au fait que les revenus des paysans ont baissé à cause essentiellement des accords multilatéraux ou bilatéraux, parce que, bon, il y a eu le cycle de Doha qui a échoué à l'OMC, qui portait en bonne partie sur de l'agriculture. Alors, qu'est-ce que les pays ont fait? Ils ont négocié à côté, de façon bilatérale, de pays à pays, plutôt que tous les pays ensemble. Et donc, les politiques de libre-échange ont fait chuter les revenus des paysans. Puis en même temps, ben, la révolution, ce qu'on appelle la révolution verte, qui est l'utilisation à grande échelle de pesticides, d'herbicides, de variétés de semences sélectionnées, hybrides ou maintenant d'OGM même. Tout ça coûte très cher et donc il y a une explosion du coût des intrants, de ce que ça coûte pour faire pousser quelque chose. Et puis une chute des revenus, donc ils sont pris à la gorge. Puis souvent, en fait, ils n'ont pas pu rembourser des prêts qu'ils avaient faits dans des institutions financières qui ont pignon sur rue, des banques. Donc, ils sont retournés vers des prêteurs usuriers. Oui, c'est ça. Et les taux sont usuriers, justement. Et donc, ils sont pris à la gorge et ils se suicident. Souvent, la plupart du temps en buvant des pesticides, souvent en faisant des suicides collectifs. Plusieurs paysans ensemble, plusieurs familles. Il y a des problématiques. C'est sûr qu'en 13 minutes, on n'a pas le temps de faire le tour, mais... Tu as vu sur ma feuille, 13 minutes, Richard Brouillette. Non, mais c'est super intéressant. En Inde, c'est un pays assez révélateur pour plein de problématiques agricoles, effectivement. Ce qui est particulier aussi de l'Inde, c'est que c'est un pays où il n'y a pas beaucoup de concentration de terre, contrairement à l'Amérique du Sud. C'est beaucoup des petites propriétés. Mais ça n'empêche pas quand même que l'agro-industrie fait beaucoup de pression, s'implante de différentes façons. Et les paysans sont de plus en plus poussés à abandonner leur métier, en Inde comme ailleurs. Ouais, c'est assez dramatique, mais c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de temps. Je suis certain qu'on va pouvoir en reparler. Là, le film est à l'étape du développement. Oui. C'est quoi votre calendrier? Vous voulez tourner à partir... idéalement, ça serait quand? On aimerait tourner, disons, à partir du printemps de l'année prochaine, printemps 2013. On vise à le terminer pour 2015. Et puis... je sais pas, dans un monde idéal, on vise l'exposition universelle de Milan qui porte sur l'alimentation. Donc, c'est un peu ça le calendrier, mais on verra après avec le financement et tout ça. Oui, c'est la poutine habituelle. Oui. On est habitué à ça. Ben, je suis très content d'en avoir appris. Je pense que nos auditeurs en ont appris aussi davantage là-dessus. Tu vas revenir nous en parler, c'est certain. Peut-être au retour d'un voyage... au Brésil ou à quelque part d'autre, ce serait intéressant d'avoir ton point de vue. Peut-être juste rapidement dire que c'est un projet multiplateforme ou transmédiatique, bon, les noms, blablabla. Mais bref, c'est un sujet qui a plusieurs volets. Il y a un site web interactif, une application iPad qui essaie de renouveler la monographie photographique, une vraie monographie photographique imprimée et une expo photo. C'est ça, je pense qu'on va pouvoir vous suivre dans vos démarches, dans vos recherches pour en apprendre davantage. Ça, c'est pas encore en ligne, mais ça va venir... Oui, c'est ça. Dès que la production se met en branle, en fait. Bon. Ben, merci beaucoup, Richard. Puis pour ceux qui n'ont pas vu le film L'Encerclement, c'est vraiment un film à voir pour essayer de comprendre comment le néolibéralisme a fait pour s'implanter dans nos vies et quelles conséquences a eu cette doctrine-là, en tout cas, pour nos vies de tous les jours, puis on le voit encore avec les gouvernements qui sont en place, que ce soit Jean Charest ou même parfois le Parti québécois, hein, des fois c'est du pareil au même. On a intégré cette doctrine-là à nos systèmes politiques. Mais je te remercie, Richard, on se retrouve très bientôt. Merci à toi. Salut.